Bonjour et bienvenue dans ce petit cours consacré aux figures de style. Donc ce cours s'adaptera à peu près toutes les classes, tout le monde, voilà. Je ne fais pas de différenciation pour ce genre de choses. Donc figures de style, vous allez souvent en entendre parler en français, et notamment dans les questions. Et en fait, il est bien d'en connaître quand même pas mal pour répondre aux questions. Ça fait beaucoup mieux. Oui, c'est beaucoup mieux justement dans un texte. Ça vous donne beaucoup plus d'importance, beaucoup plus d'impact dans vos réponses. Alors, nous allons voir que ces figures de style, elles se divisent en 5 catégories. Avec tout d'abord les figures de répétition. Alors, figure de répétition, donc en premier lieu, nous avons anaphore. Anaphore, c'est la répétition. Donc je vous le dicte, c'est la répétition d'un mot ou d'un groupe de mots en début ou fin de phrase. Non, je vais pas vous faire dicter. Non, ce sera c'est un cours tranquille. Donc répétition d'un mot ou d'un groupe de mots en début de phrase. Alors là justement, l'importance est mise dans la répétition en début ou en fin de phrase. Attention, c'est pas une répétition classique, c'est vraiment début ou fin de phrase. Donc je vous ai mis un exemple du discours de Charles de Gaulle du 25 août 1944 avec cette phrase « Paris, Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré ». Donc là, vous voyez dans ce petit exemple, Paris est répété à chaque début de phrase. Et là, pour le coup, il sert vraiment à insister sur l'importance. Enfin, on veut insister sur le fait que certes, Paris est outragée, elle est brisée, elle est martyrisée, mais elle est surtout libérée. Et à chaque fois, on répète Paris pour vraiment mettre beaucoup plus d'impact. La gradation, là aussi, on va être dans l'impact. Des mots sont assemblés successivement de manière croissante ou décroissante. Alors, je vous ai mis l'exemple très connu du Cid de Corneille, va courvole. Vous voyez, là, on a une gradation, c'est-à-dire ça va en crescendo, on va, donc on marche, on court et on vole. Enfin, vous voyez, c'est vraiment, voilà, en crescendo, pour utiliser un vocabulaire musical. Parallélisme reprend une structure syntaxique en deux fois. Donc là, je vous ai mis un exemple de Simone Veil, Pensée sans ordre concernant l'amour de Dieu. Par la joie, la beauté du monde pénètre dans notre âme. Par la douleur, elle nous entre dans le corps. Donc là, vous voyez, toute la première phrase est mise en parallèle avec la deuxième. Et d'ailleurs, on le voit, par la joie, par la douleur. La beauté du monde, elle, pénètre, nous entre dans notre âme, dans le corps. Vous voyez vraiment au niveau de la syntaxe, on est vraiment sur quelque chose d'identique. Bon, par contre, là, c'est complètement différent. Bref, donc voilà un parallélisme. C'est quand la syntaxe se ressemble. Donc c'est pour jouer un petit peu sur les mots, pour jouer un petit peu sur le sens aussi. C'est pas juste une répétition, voilà, anodine. Pléonasme. Il s'agit de l'emploi d'un terme superflu. Donc en fait, vous en faites souvent des pléonasmes, pardon. C'est en fait deux mots qui vont se suivre et qui n'ont strictement pas d'utilité de se suivre. Donc exemple, je vous en ai mis plein. Applaudir de deux mains. Eh oui, oui, mais c'est con, hein, mais on va pas applaudir d'une main, quoi. Voilà. Applaudir des deux mains. Faire une chute verticale. Oui, faire une chute verticale. On va forcément faire une chute verticale, c'est-à-dire tomber. Enfin, bon, après, je vous mets au défi de me faire une chute horizontale. Bon, par contre, faites attention à vous, hein, mais je vous mets au défi. Bon, envoyez-moi des vidéos. Donc, ensuite, pour débuter, nous allons commencer. Si on débute, on va forcément commencer. Voyez, monter en haut, bon, celle-là est très connue. Le seul et l'unique.
En même temps, s'il est seul, il est forcément l'unique. Vous voyez, c'est logique. Et, ah oui, et téléphoner à distance, celui-là je l'ai bien aimé. Parce que forcément, sur le téléphone, c'est à distance. Quoique, c'est vrai qu'aujourd'hui... Ouais, mais c'est terrible. Bref, la répétition. Le même mot est réécrit plusieurs fois. Donc, l'exemple... Les ténèbres à la rencontre de la lumière, la perfection et le chaos, c'est tout ce que je crains, tout ce que je veux, tout ce dont j'ai besoin. After de Anatole. Je vous le conseille, After. Il est bien. Bon, c'est pas de la grande littérature, on n'est pas sur voilà, un classique, mais voilà, ça se lit bien. Bon. Voilà, si vous avez l'occasion, si vous avez le temps. Ouais, c'est pas drôle. Bref, oui, je vous conseille After en livre. Bon, en livre, le film il est pas ouf. Bon, le livre est bien. Bref. Donc là, vous voyez la répétition, c'est tous ceux, tous ceux, tous ceux. Vraiment pour insister. Donc voilà pour ce qui est des figures de répétition. Vous voyez, voilà, les 5 se ressemblent à peu près, mais il y a quand même des différences à chaque fois. Ensuite, figure d'analogie. Pardon. Figure d'analogie, donc là on va comparer des choses. Avec tout d'abord l'allégorie. L'allégorie, on représente des valeurs abstraites avec des images concrètes. Exemple, le spectre change de figure et représente le temps avec sa faux à la main. Issu de l'acte 5, scène 5 de Don Juan de Molière. Donc là, on a typiquement l'allégorie de la mort avec le temps avec sa faux à la main. Une faux, vous savez, c'est une sorte de bâton et au bout, il y a une lame courbée. Le faucheur. Voilà. Le faucheur est l'allégorie majeure de justement de la mort. D'où la fauche, parce qu'elle fauche la mort, justement. Pardon, elle fauche les vivants. Terrible. Mais comme allégorie, vous avez aussi, on trouve ça beaucoup en peinture aussi, notamment la liberté guidant le peuple de Delacroix. On a l'allégorie de la liberté avec cette femme au milieu. On a aussi le cri de Munch, qui est une allégorie de l'angoisse. Quand vous le regardez, voilà, vous ressentez pas la joie de vivre. Non, vous ressentez une sorte d'angoisse, un truc flippant. Donc ça, c'est une allégorie, justement. C'est quand vous avez quelque chose d'abstrait, voilà, de flou, et que vous le comparez à une image concrète, en visible. La mort, c'est flou quand même comme truc, enfin, jusqu'à présent, hein, c'est quand même un truc assez flou. Et bien nous, justement, on va le représenter, on va donner une image concrète, quelque chose de solide, à travers le faucheur, par exemple. Lors des mythologies, justement, on a beaucoup d'allégories. Charon pour les Grecs. Qu'est-ce qu'on a encore le passeur pour les Grecs aussi. Enfin, le passeur, oui, le passeur était Charon. Et qui encore? J'arrive plus à me souvenir, mais vous irez chercher, vous verrez qu'il y a souvent cette histoire de passeur. Chez les Vikings aussi, il y en a un, mais j'arrive plus à me souvenir comment il s'appelle, qui mène les guerriers justement au Valhalla. Et voilà, mais vous avez toujours cette tradition d'allégoriser les choses, de donner des images plus concrètes, pour faire comprendre aux gens, notamment. La personnification, elle attribue des caractéristiques humaines à un objet, à un animal. Alors, exemple, je vous ai mis l'exemple type qui personnifie absolument tout ce qui bouge, c'est les fables de Jean de La Fontaine. Bon, j'ose espérer que vous les connaissez, enfin du moins un petit peu. Notamment avec cet exemple, le pot de fer proposa au pot de terre un voyage. Alors, aux dernières nouvelles, un pot est un pot. Il ne va rien proposer à quiconque. Voilà. Et en exemple aussi, je vous ai mis la vache qui rit. Et oui, bah oui, une vache qui rit, bah non, une vache ça rigole pas. Non, c'est pas parce que vous êtes allé à la campagne que vous avez vu une vache rigoler que non, elle a pas rigolé. Non, bon, c'est vous dans votre imaginaire, donc arrêtez-vous. Mais voilà, la vache qui rit, une vache ça rit pas. C'est propre à l'humain. Prenez Zootopie carrément, ou même le Roi Lion, tout ça, on est dans la personnification à l'extrême.
c'est-à-dire donner des voix à des humains, des voix à des animaux, des émotions à des animaux, enfin, etc., etc. Oui, non, les animaux n'ont pas d'émotion. Compliqué, bref. La comparaison. Comparaison. On compare deux éléments à l'aide d'un outil grammatical de comparaison, comme, tel que, etc. Et je vous ai mis en exemple. Danser, c'est comme parler en silence, c'est dire plein de choses sans dire un mot. De Yuri Buenaventura. Donc là, vous voyez, on a la petite particule, donc l'outil grammatical comme, qui va servir justement à vraiment faire le lien entre deux propositions. Donc danser, c'est comme parler en silence. La métaphore, c'est une comparaison plus directe car il n'y a aucun outil grammatical. Ouais, vous voyez par exemple pour l'exemple d'avant, c'est comme si on avait dit la danse est une parole en silence. Là, c'est une métaphore, pas d'outil grammatical. Donc exemple, je vous ai trouvé donc le texte, je vous laisserai le lire, justement issu de Your Name de Makoto Shinkai. Où là en fait, justement, Musubi, donc on va parler de Musubi qui est un dieu justement. Et il était occupé à lier des fils. Et en fait, ces fils vont être une interprétation du destin. Donc une métaphore du destin, justement. On compare le destin au fil. Les deux sont pareils. Et donc dans Your Name, justement, on a toujours cette histoire aussi du fil. Je vous le conseille. Donc en film, en manga ou en roman, il est disponible en 3 formats. Your Name de Makoto Shinkai, je vous le conseille fortement. Voilà, il est dans mon top 3, c'est vraiment un très beau film à regarder. Bref, figure d'exagération. Donc là, comme le porte son nom, on va exagérer. L'hyperbole. Elle exagère l'expression d'une idée pour la mettre en relief, utilisée dans l'ironie, les caricatures, par exemple. Donc voilà, comme l'indique la définition, l'hyperbole, on exagère à mort. Comme dans l'exemple, félicitations, tu viens de tuer un magnifique set de table. Dans Hunger Games de Suzanne Collins. Pareil, Hunger Games, je vous conseille de voir les films et les livres. Tu viens de tuer un magnifique set de table. Vous voyez là, on va vraiment hyperboliser, on va exagérer pour vraiment montrer l'absurdité de la chose. Alors, là, à l'inverse, figure d'atténuation. Donc on va atténuer, on va calmer. La litote. On suggère quelque chose, mais on ne le dit pas clairement. Donc, là, j'ai pris une expression de De Gaulle, le fil de l'épée. Il est vrai que parfois, les militaires s'exagérant l'impuissance relative de l'intelligence négligent de s'en servir. Donc là, sous-entendu, il y en a qui sont cons, concrètement. Voilà ce que dit De Gaulle, justement. Il dit, il est vrai que parfois les militaires négligent, enfin, il parle de, oui, les militaires, voilà, ils exagèrent leur intelligence, ils disent, oui, je suis le meilleur, je suis plus intelligent, mais non. Oui, non, pardon. Ils disent que, voilà, ah oui, mais ça va, je peux pas couper. Pénible. Donc là, il est vrai que parfois les militaires s'exagérant l'impuissance relative de l'intelligence, c'est-à-dire les militaires qui disent non mais l'intelligence ça sert à rien, voilà, il faut foncer dans le tas. Bah justement, ça montre que ils négligent de s'en servir. Attention, hein, c'est De Gaulle qui dit ça. J'ai rien dit. La prétérition. La prétérition, c'est faire semblant de ne pas dire de ne pas dire quelque chose, mais on le dit quand même. Alors, comme je vous le montre ici dans Électre de Jean Giraudoux, je ne veux pas t'influencer. Mais si une épée comme celle-là tuait ta sœur, nous serions bien tranquilles. Vous voyez, c'est le fait de cacher justement, ça permet de, voilà, il y a une dose d'ironie. Puisque là, je ne veux pas t'influencer, hein, je vais rien dire, tout ça. Mais si tu tuais ta sœur, on serait bien tranquille. Vous voyez, voilà, on insinue doucement. Enfin, doucement, un peu brutalement quand même. L'euphémisme.
Il permet de rendre une réalité moins brutale. Alors, comme je vous l'ai mis ici, justement en exemple, pour un esprit équilibré, la mort n'est qu'une grande aventure de plus. Donc là, vous voyez, on va atténuer la mort, c'est-à-dire voilà, le passage à l'état de cadavre, en disant, voilà, c'est juste une grande aventure de plus. Vous voyez, on atténue la douleur de la mort, justement. Donc issu de Harry Potter à l'école des sorciers de J.K. Rowling. Bon, j'espère ne pas vous le présenter. Je vous le conseille. Bon, et pour celles qui ne l'aiment pas, taisez-vous. Bref, figure de construction. L'antithèse, elle met en parallèle des mots qui désignent des réalités opposées. Donc, en exemple, toujours de Yuri Buenaventura, je vous ai mis « Danser, c'est comme parler en silence, c'est dire plein de choses sans dire un mot. » Donc là, vous voyez, on a typiquement une antithèse, c'est-à-dire dire plein de choses, donc là, on dit plein de choses sans dire un mot. Vous voyez, c'est parler en silence. Voilà. Ou être comme le jour et la nuit. Oui, tout ça, ce sont des antithèses, c'est-à-dire deux expressions qui s'opposent. L'oxymore. L'oxymore, c'est deux mots qui vont se... Oui, en fait, je me suis trompé. Deux mots opposés l'un à côté de l'autre. Exemple, danser, c'est comme parler en silence. Parler en silence, là, on est deux mots. Avant, attention, oui, je me suis trompé d'ailleurs avant. Avant, c'est deux expressions. Là, c'est deux mots. Donc, danser, c'est comme parler en silence. Et voilà pour les figures de style. Donc, ma foi, je vous conseille de les connaître. Bon, après, si vous pouvez pas me donner la définition par cœur, ouais, c'est pas grave. Mais au moins comprendre à quoi elles correspondent et voilà, ça peut être utile. Même très utile. Même pour les terminales, pour après. En BTS, notamment en français, ça sera utile aussi pour donner votre point de vue, pour accentuer vos arguments, etc. De donner justement des figures de style. Et en fait, oui, même pour tout le monde, enfin, voilà. Même pour parler, quand vous aurez à faire un discours ou je ne sais trop quoi à parler, c'est toujours bien de connaître des figures de style, savoir comment manier les mots. Voilà. Et je vais finir cette petite vidéo donc sur les figures de style. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne journée et restez positive.